Bonjour, bienvenue dans le cours Silver Economy, le financement des projets. Je m'appelle Alexandre Faure, je suis consultant et conférencier spécialisé en Silver Economy. L'objectif de ce cours, c'est de vous aider à comprendre pourquoi financer un projet. C'est-à-dire que vous êtes porteur de projet, vous pensez avoir besoin de financement pour faire avancer votre projet, vous développer, ou au contraire simplement financer le fonctionnement normal de votre projet à un moment où vous manquez de liquidité. L'objectif de ce cours, c'est de vous aider à comprendre à quel moment demander des financements, quel type de financement demander en fonction justement du moment auquel vous avez ce besoin de financement. Une fois qu'on aura balayé ces questions, je vous dresserai un large panorama de l'ensemble des financements qui sont possibles sur des projets de Silver Economy. Vous verrez que dans l'ensemble, les financements qui sont possibles sur les projets de Silver Economy sont les mêmes que les financements qui sont possibles pour n'importe quel projet. Il y a quelques spécificités liées à la nature des projets de Silver Economy, surtout au niveau des financements publics. Je vous donnerai ces informations au fur et à mesure. Dans un premier temps, essayons de comprendre pourquoi obtenir ou rechercher simplement des financements extérieurs à votre activité, à votre projet. On va parler ici de la définition d'un financement extérieur, essayer de comprendre à quoi servent les financements extérieurs, c'est-à-dire quel type de financement vous pouvez réclamer en fonction du moment où vous êtes situé dans votre projet, et enfin comment choisir le type de financement en fonction de différents critères comme le type d'entreprise ou d'organisme que vous avez créé, le moment où vous faites la demande, votre niveau de maturité, etc., etc. Première chose, essayons de définir un financement extérieur. Un financement extérieur, c'est une contribution financière extérieure qui est nécessaire à l'avancement de votre projet. Vous êtes porteur de projet, vous avez à un moment besoin d'un financement extérieur parce que vos fonds propres ne sont pas suffisants par rapport à vos besoins. La particularité du financement extérieur, c'est que c'est une contribution financière qui n'est pas générée par votre activité propre, mais par un apport d'un contributeur qui ne fait pas partie de l'entreprise et qui n'est pas un client. Elle peut donner lieu à une contrepartie. Si vous souscrivez un prêt bancaire, vous avez une dette vis-à-vis de votre banquier. Si vous faites entrer un fonds dans le capital de votre entreprise, en contrepartie, il prend des parts dans votre entreprise. Si vous répondez à un appel à projet, vous avez une mission à réaliser en contrepartie du financement qui vous est octroyé par la collectivité qui organise l'appel à projet. Gardez toujours à l'esprit que la contribution financière doit être proportionnelle à votre besoin. Bon, de toute manière, les financeurs vous donneront rarement des financements disproportionnés par rapport à votre besoin. Cependant, vous pouvez être tenté, si vous avez besoin de 100 000 euros, de demander 500 000. En réalité, vous allez perdre votre temps à formaliser une demande et à justifier une demande que vous aurez du mal en fait à fonder sur un besoin réel. Donc, essayez de garder toujours à l'esprit de formuler une demande qui soit proportionnelle à votre besoin. Enfin, et c'est capital, la recherche de financement prend beaucoup de temps. Quel que soit le type de financeur que vous allez approcher, convaincre le financeur en apportant des preuves à l'appui de votre argumentaire, en étayant avec des chiffres, des projections, c'est un travail colossal. Ça prend beaucoup de temps et donc il est vraiment important de choisir le moment auquel vous avez demandé ce financement extérieur en fonction des priorités de votre projet. J'y reviendrai bientôt, enfin, plus tard. Alors, à quoi servent les financements extérieurs? Il y a trois types de financements qui servent trois types d'objectifs. Le premier financement, c'est quand vous avez besoin d'investir pour faire croître votre entreprise. Vous avez atteint un palier, par exemple, vous avez rentabilisé votre premier point de vente et vous souhaitez en créer un deuxième.
vous souhaitez vous développer à l'international, vous souhaitez lancer une nouvelle gamme de produits pour compléter une première gamme qui rencontre le succès auprès de vos clients. Vous allez solliciter des sources de financement extérieures spécialisées dans l'investissement et dans la croissance. Autre cas de figure, vous avez un besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire que votre activité quotidienne, économique, nécessite un apport en financement qui vous permet de faire la jonction entre le moment où vous devez payer vos factures et le moment où vous allez encaisser vos propres créances. Donc c'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement, ou BFR, qui est calculé en fonction de la nature de votre activité et justement des écarts que vous pouvez avoir entre les encaissements et les décaissements. Enfin, vous pouvez avoir des besoins immédiats en trésorerie. C'est le cas notamment si vous lancez votre activité, vous avez besoin immédiatement de liquidités pour acquérir les premiers biens nécessaires au fonctionnement d'autres activités, les ordinateurs, les locaux, créer l'entreprise, etc., etc. À présent qu'on a vu à quoi servent les financements, comment choisir le type de financement qui va être utile à votre projet au moment où vous en avez besoin. Alors, il y a trois éléments qui peuvent influencer sur le type de financement que vous allez demander et que je vous présenterai à l'issue de cette introduction. Le premier point, c'est la forme juridique du projet. En fonction du type d'entreprise ou du type d'organisme que vous allez créer, les financements qui vous sont ouverts ne seront pas les mêmes. Donc, pour cet exposé, je vais distinguer les trois formes principales de projets qui sont créés en Silver Economy. Vous avez des entrepreneurs qui sont profession libérale ou auto-entrepreneurs, c'est-à-dire que vous allez créer un projet sur votre nom et le responsable de l'activité, ce sera vous, personne physique. Les deux autres possibilités sont l'association et la société commerciale. Et dans un cas comme dans l'autre, vous allez créer une personne morale. C'est-à-dire qu'une association ou une société commerciale, ce sont des organismes ou des structures à personnalité morale. C'est-à-dire que vous créez une entité juridique qui n'est pas vous et qui dispose de droits et d'obligations qui lui sont propres. Et la personne morale a la possibilité de demander des financements pour son propre fonctionnement. Donc après, c'est évidemment une transposition puisque vous êtes le responsable juridique de la personne morale. Cependant, ce n'est pas vous, personne physique, qui formulez cette demande, c'est vous au travers de la personne morale que vous représentez. C'est important de faire cette distinction parce que certains financements sont ouverts aux personnes morales et pas aux personnes physiques. Certains financements sont plutôt fléchés pour les associations, d'autres sont clairement fléchés pour les sociétés commerciales. Donc avoir en tête cette distinction est capitale pour la suite. Ensuite, vous avez des types de financement qui sont proposés en fonction du niveau de maturité du projet. Donc c'est le cas pour des financements en particulier. Par exemple, si vous venez de créer votre projet, vous avez droit à des prêts ou des subventions d'amorçage qui sont données par certains organismes publics ou privés. C'est des possibilités qui ne sont pas ouvertes si vous êtes sur un projet mature qui existe depuis de nombreuses années. De la même façon, si vous décidez de faire une levée de fonds en faisant entrer des investisseurs au capital de votre société, il y a plusieurs types de levées de fonds qui sont activables, actionnables en fonction de la maturité de votre projet. C'est-à-dire que les financements que vous allez solliciter si vous êtes le petit bébé à gauche de l'image ne sont pas les mêmes que ceux que vous allez solliciter si vous êtes la jeune femme au milieu de l'image. Enfin, pour revenir sur les trois postes que je vous ai présentés précédemment, la nature du poste à financer va déterminer le type de financier que vous allez solliciter. Si vous avez des besoins en trésorerie,
vous allez plus facilement solliciter votre banquier qui va vous faire un prêt que des fonds d'investissement qui vont rentrer au capital de votre entreprise et qui sont plutôt destinés à financer, comme leur nom l'indique, de l'investissement pour faire en fait augmenter l'activité de votre entreprise. Voilà, alors je vais passer à la présentation des financements possibles, mais auparavant, je tiens quand même à revenir sur une notion que j'ai un peu soulevée et qui est capitale, c'est le moment auquel vous faites la demande. C'est-à-dire que vous avez intérêt, si vous lancez votre activité, à lancer votre activité, sans partir tout de suite en quête de financement et attendre d'avoir identifié un prototype, sur lequel vous avez une traction, c'est-à-dire sur lequel vous avez des clients qui sont intéressés, qui viennent acheter votre produit, et ce qui apporte une preuve de la validité de votre solution d'une part, et qui vous permet d'être beaucoup plus exigeant vis-à-vis des financeurs d'autre part. Donc c'est ce que je présente en fait dans le premier dispositif, ce que j'ai appelé l'autofinancement. Donc c'est un dispositif interne en fait où vous ne sollicitez pas de financement extérieur. Vous allez autofinancer votre activité avec le chiffre d'affaires et la marge en fait que vous allez dégager sur cette activité. Donc l'autofinancement vous permet de ne pas être dépendant d'un tiers pour financer votre activité, mais il est également très utile parce que il vous permet d'avancer à votre rythme et il vous permet en fait de gagner de la maturité, de gagner du temps et d'attendre le moment propice pour aller chercher des financements extérieurs, c'est-à-dire le moment où vous aurez acquis suffisamment d'expérience et de volume de clients pour être beaucoup plus exigeant vis-à-vis des financeurs extérieurs que dans le cas où vous allez tout de suite chercher du financement extérieur sans attendre d'avoir quelques clients qui vous permettent de valider que votre projet répond à un besoin du marché. Donc voilà, pour moi c'est vraiment fondamental d'avoir cette approche-là, d'essayer de vraiment s'approprier un marché, identifier les tenants et les aboutissants et être mature quand vous vous présentez auprès de financeurs qui sinon risquent de prendre en fait une participation beaucoup plus importante dans votre société si par exemple vous recourez à des fonds d'investissement ou vous fixez enfin des prêts à des taux beaucoup plus élevés si vous faites recours aux prêts bancaires. Voilà. Donc l'autofinancement, évidemment, ça s'adresse à toutes les entreprises et à tous les niveaux d'avancement du projet, mais plus vous êtes jeune, plus c'est recommandé. Le deuxième type de financement auquel vous pouvez recourir, ce qu'on appelle le financement participatif, qui est également appelé le crowdfunding. C'est un système par lequel un système qui permet en fait de mettre en contact des investisseurs et des porteurs de projets à travers une plateforme internet. L'objectif, c'est de récolter des fonds sous forme de petits montants auprès d'un large public. C'est un financement qui peut prendre diverses formes, le don, le prêt avec ou sans intérêt, ou l'investissement en capital. Alors en France, c'est un financement qui fait l'objet d'une réglementation spécifique depuis 2014. La loi en vigueur, c'est l'ordonnance du 30 mai 2014, numéro 2019-559, et le décret du 16 septembre 2014, numéro 2014-1053. Alors sachez que, en vertu de ces textes, le plafond de collecte sur les plateformes de financement participatif est fixé à 2,5 millions d'euros, ce qui laisse une petite marge. Alors ensuite, voilà un peu comment fonctionne le dispositif. Vous avez un investisseur qui souhaite investir dans un projet. Il commence par se connecter à l'une des plateformes de crowdfunding. Le rôle des plateformes consiste à sélectionner les projets selon un certain nombre de critères, mais les plateformes ne sont pas garantes en fait
du succès possible des projets. C'est-à-dire qu'elles sont chargées de certifier la véracité des informations fournies par le porteur de projet, mais leur rôle s'arrête là. Elle ne peut pas vous garantir que vous êtes en train d'investir sur le prochain Facebook. Alors ensuite, vous avez plusieurs types de plateformes de crowdfunding. Vous avez les plateformes de financement participatif par souscription de titres financiers émis par une société non cotée. C'est en contrepartie de leur apport, les épargnants, les investisseurs donc reçoivent des titres de capital ou de créances. Ces plateformes doivent être immatriculées à l'ORIAS, c'est un registre unique des intermédiaires financiers, en tant que conseiller en investissement participatif, ce qu'on appelle des CIP. Ces plateformes peuvent aussi opter pour un statut de prestataire en service d'investissement, et en ce cas, elles doivent être agréées par l'ACPR, qui est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La régulation de ces plateformes est de la responsabilité de l'autorité des marchés financiers, et dans certains cas, doublée par un contrôle de l'ACPR. Ce qui donne, c'est des plateformes assez sérieuses. Alors vous avez une plateforme, par exemple, qui s'appelle lita.co, qui fait ce type de financement participatif qui ressemble assez fortement à ce qu'on va voir après, ce que j'appelle la private equity, ou le recours à des fonds d'investissement et dans des investisseurs en capital risque. Donc là, on est un petit peu dans le même dispositif, mais pour des montants beaucoup moins importants, puisqu'on recourt en fait à des investisseurs particuliers. Donc ça, c'était la première famille de plateformes, qu'on appelait donc les plateformes de financement participatif par souscription de titres financiers émis par une société non cotée. La deuxième, c'est les plateformes de dons ou de prêts avec ou sans intérêt. Elles doivent être aussi immatriculées à l'ORIAS en tant qu'intermédiaire en financement participatif, mais elles ont des obligations bien moindres. Alors là, c'est les plateformes que vous connaissez peut-être, comme par exemple Ulule ou Kickstarter. Donc c'est des plateformes qui font du financement participatif où le porteur de projet présente le projet sur lequel il réclame un financement, fixe un montant attendu et prévoit des rétributions, enfin sous forme de récompenses, en fonction du montant que les investisseurs sont prêts à donner. En général, donc, vous avez un montant symbolique pour lequel vous avez tous les remerciements du porteur de projet. Ensuite, un montant un peu plus important en contrepartie duquel il vous offre un t-shirt ou une carte postale. Et ensuite, plus les montants augmentent, plus les rétributions sont en conséquence. Donc, avec ces plateformes-là, enfin ces deux types de plateformes, vous avez trois types de financement participatif. Donc, celle dont je viens vous parler, donc ce qu'on appelle le don, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez recevoir des dons et en contrepartie, vous allez faire des cadeaux qui sont un peu des cadeaux, des libéralités, disons. Vous avez le prêt, où l'investisseur il vous avance de l'argent, mais vous devez le lui rembourser. Sachant que depuis 2016, les prêteurs peuvent avancer 2 000 € si le prêt est rémunéré et 5 000 € s'il ne l'est pas. Et enfin, vous avez l'investissement dans lequel en fait, vous avez un investisseur qui va prendre une participation dans votre capital. Donc voilà, ça c'est ce que j'appelle donc le financement participatif ou le crowdfunding. Ça s'adresse à tout type de projet. C'est quand même principalement pour de l'investissement parce que quelque part, que vous soyez sur du prêt, du don ou de l'investissement, vous allez devoir démontrer à vos investisseurs que vous avez besoin de leur aide et leur donner des gages, des garanties en fait par rapport à ce que vous souhaitez faire. Et donc c'est plus stimulant pour un investisseur de donner de l'argent pour la croissance d'un produit ou son développement que vous donner de l'argent simplement pour le faire fonctionner en mode normal, quoi. C'est plutôt psychologique évidemment. Vous pourriez parfaitement demander des investissements, de l'aide sur du fonds de roulement, mais dans les faits, c'est quand même plutôt l'investissement qui attire les financeurs. Alors on va rester dans le monde des financeurs avec un autre type de financement qui est la private equity.
Donc c'est un mot anglais pour dire investissement capital risque, c'est-à-dire des investisseurs qui rentrent dans le capital de votre société. Alors, c'est un mode de financement qui s'adresse exclusivement aux sociétés commerciales à personnalité morale, puisque la contrepartie des fonds que vous avez levés, c'est que les investisseurs qui vous prêtent de l'argent, enfin en fait, ne vous prêtent pas d'argent, mais investissent dans votre société, et en contrepartie de l'argent qu'ils vous donnent, ils prennent des parts, enfin un pourcentage du capital social de votre entreprise. Ce qui fait qu'au moment de la cession de votre entreprise, ils espèrent récupérer la mise et faire une plus-value grâce au travail que vous allez pouvoir réaliser pour faire grossir votre entreprise à partir de l'argent qu'ils vous ont l'argent qu'ils vous ont donné. Donc la private equity, c'est aujourd'hui le mode de levée de fonds classique des startups. D'ailleurs, les startups aiment beaucoup communiquer sur les levées de fonds qu'elles font, et les médias aiment beaucoup titrer sur ces levées de fonds, surtout quand elles sont très impressionnantes, c'est-à-dire quand une startup lève des gros montants. Dans la silver economy, les levées à gros montants sont faibles par rapport aux levées à gros montants dans la tech, mais néanmoins il y en a quelques-unes. Alors la dernière levée à très gros montants, c'est Appital qui l'a réalisée fin 2018, où ils ont levé 23 millions d'euros. Appital, c'est une société qui aide les personnes hospitalisées à disposer de services de conciergerie, comme se faire livrer un bon repas ou des chocolats, et qui, de façon plus complémentaire, aide aussi les personnes qui sont hospitalisées à rentrer chez eux en organisant des services d'hospitalisation à domicile et la coordination des services à domicile. Donc voilà, donc ça c'est une grosse levée. Plus récemment, vous avez la start-up Cette Famille qui a fait une levée de 3 millions d'euros. Donc voilà, vous avez des montants aujourd'hui, vous commencez à avoir des montants importants dans la silver economy, mais ça reste beaucoup plus rare et beaucoup plus faible que dans d'autres secteurs comme la tech ou la banque, par exemple, où là les montants sont plus importants. Le fait que les montants soient plus importants ailleurs, bon, ça ne doit pas vraiment vous décourager. Ça montre aussi que la silver economy, c'est un secteur en devenir, où il n'y a pas encore eu une révolution comme dans d'autres services, et qui est globalement méconnu par les investisseurs. Ce qui peut être un avantage à partir du moment où vous démontrez la validité de votre projet, mais qui peut être aussi une complexité supplémentaire, parce que vous devez passer plus de temps à leur expliquer l'utilité et le bien fondé d'un service que un projet de marketplace, par exemple, qui est un type de projet très connu des investisseurs. Alors, les levées de fonds en private equity, il y en a plusieurs types en fonction du niveau de maturité de votre projet. Vous avez 5 niveaux en fait de levée de fonds. Alors, je vais vous les exposer brièvement. Le premier, c'est ce qu'on appelle le love money. Le love money, c'est la première levée de fonds que vous allez faire quand vous êtes encore à l'étape du prototype. La particularité, c'est que vous vous adressez à vos proches qui vont donc vous donner l'argent de l'amour, le love money. Le fait qu'ils vous donnent l'argent de l'amour ne vous dispense pas de leur donner des parts de capital à votre entreprise, puisque c'est un peu le concept de la private equity, c'est que vous rémunérez l'argent avec des parts de votre capital. Donc voilà pour le love money. Une fois que vous avez identifié un prototype, identifié des clients, et que vous avez vendu votre produit ou votre service à un minimum de 100 clients à peu près, 100 clients qui sont de vrais clients, qui ne sont pas des proches, qui ont vraiment été convaincus par votre offre, à ce moment-là, vous pouvez solliciter un deuxième type de levée de fonds qui s'appelle la seed, SEED, comme graine. Pour la seed, vous faites appel à des investisseurs privés qu'on appelle des business angels. Donc c'est des investisseurs indépendants en général qui investissent leur propre argent ou celui de la société qu'ils ont créée à cette fin.
les business angels vont investir des montants, des montants significatifs, mais pas élevés, pas les plus élevés. C'est-à-dire qu'ils vont, la seed en général, vous levez entre 100 000 et 500 000 euros. Une fois que cette seed vous a permis de développer votre produit et de démontrer sa validité, vous avez 3 types de levées supplémentaires qui sont les séries A, B et C, et qui sont chacune d'un montant plus élevé pour une accélération plus forte. À partir des séries A, B et C, le type d'investisseur va un peu changer, c'est-à-dire que vous pouvez toujours avoir des business angels, mais vous allez aussi avoir ce qu'on appelle des venture capitalistes ou VC, qui sont en fait des fonds d'investissement, donc des sociétés d'investissement qui travaillent pour le compte en fait d'investisseurs qui sont réunis dans le cadre d'un fonds et qui servent à financer différents services, comme par exemple les retraites aux États-Unis, ce qu'on appelle les fonds de pension, mais pas seulement. Voilà, donc ça c'est la private equity. Donc comme je l'ai dit plus tôt dans l'exposé, la private equity, sa particularité, c'est qu'elle est réservée aux sociétés commerciales. Voilà. Alors, beaucoup plus classique, beaucoup plus connu, beaucoup plus courant, les emprunts bancaires. Donc là, vous allez voir votre banquier pour lui demander de l'argent et en contrepartie, il vous octroie un taux d'intérêt et une échéance. Et donc, en fait, vous vous endettez personnellement, enfin, vous endettez votre entreprise, si elle a la personnalité morale, ou vous, si vous êtes auto-entrepreneur. Et en contrepartie, vous avez de l'argent que vous utilisez principalement pour du BFR et de la trésorerie, même si vous pouvez aussi emprunter à votre banquier pour de l'investissement. Voilà, donc ça c'est l'emprunt, c'est un emprunt courant, etc. Je ne m'étale pas dessus, parce que c'est assez largement commenté par ailleurs. Auprès de certaines banques, notamment les banques publiques, particulièrement la BPI, la Banque publique d'investissement, mais pas seulement, vous avez la possibilité d'obtenir des prêts d'honneur qui sont soit des prêts, en fait, donc c'est des prêts à taux zéro, soit des subventions, en fait, qui vous sont octroyées sans contrepartie, en mode coup de pouce pour débuter. Donc ça s'adresse à tout type de projet. Donc, comme je vous ai dit, il y a BPI qui finance, l'Avise aussi peut financer, ainsi que BGE. La seule particularité des prêts d'honneur, c'est qu'ils s'adressent à des projets émergents, débutants, et que si votre projet a 15 ans d'existence, vous ne pouvez pas solliciter un prêt d'honneur. Ensuite, une fois qu'on a fait le tour des financements qui s'adressent plutôt aux sociétés commerciales, avec la subvention, on parle d'un financement qui s'adresse plutôt aux sociétés à but non lucratif, enfin aux organismes à but non lucratif, pardon, et plus particulièrement les organismes publics et les associations. Donc dans cet exposé, je ne parle pas des organismes publics, en revanche, on parle des associations. La subvention, aujourd'hui, et depuis très longtemps, c'est le financement principal des associations. Malheureusement, les montants des subventions diminuent régulièrement chaque année, et les associations sont de plus en plus nombreuses en fait à se battre entre guillemets pour un budget qui réduit, et donc c'est de plus en plus difficile. Il faut de plus en plus apporter des garanties à l'État pour pouvoir bénéficier de subventions. Alors, les subventions, elles servent, donc je l'ai dit, plutôt aux associations. Elles servent pour leurs besoins en fonds de roulement, mais également pour leur investissement. En général, elles sont fléchées, c'est-à-dire que les subventions, en fait, elles sont fixées dans les budgets de l'État, et c'est au moment de la fixation du budget que le législateur détermine à quoi vont servir les différentes subventions qui sont prévues dans les lois de finances. Voilà pour les subventions. Un autre mode de financement d'État, qui n'est pas du financement direct, mais du financement indirect, c'est ce qu'on appelle les niches fiscales. Donc c'est des réductions d'impôts qui sont octroyées aux citoyens pour les inciter à certains types de consommation. Donc vous en avez dans la Silver Economy. La réduction d'impôt principale par niche fiscale, c'est le financement des services à la personne.
aujourd'hui, quand vous faites appel à une auxiliaire de vie pour aider une personne âgée dépendante, vous avez non seulement un avoir fiscal, c'est-à-dire que enfin une réduction fiscale, c'est-à-dire que vous ne payez que vous payez le prix de la prestation et 50% de la dépense vous sera remboursé sous forme de réduction d'impôts si vous payez des impôts et sous forme en fait de, de paiement si vous ne payez pas d'impôts. C'est-à-dire que si vous dépensez 40 euros pour 2 heures d'intervention à domicile, si vous ne payez pas d'impôts, l'État va vous donner 20 euros, et si vous payez des impôts, l'État va déduire 20 euros de vos impôts du mois prochain. Parce que désormais, depuis janvier 2020, les déductions fiscales sont calculées au mois le mois. Donc c'est intéressant de créer des projets sur des dispositifs de niche fiscale, puisque vous pouvez mettre en avant la niche fiscale comme incitation à l'achat pour vos clients. Voilà. Donc ça s'adresse à tout type de projet, et effectivement la niche fiscale, elle ne vient pas financer de l'investissement, mais quand même plutôt du fonds de roulement ou de la trésorerie. Et en général, elles sont pérennes, en tout cas celle sur les services à la personne, elle n'est pas remise en question par l'État pour le moment. Un autre mode de financement qui est utilisé par les collectivités publiques ainsi que par certains organismes privés, c'est ce qu'on appelle les appels à projets. Donc, dans l'appel à projet, le donneur d'ordre en fait qui est prêt à financer a un besoin, il le formalise sous forme en fait de sollicitation publique, c'est-à-dire qu'il décrit son besoin et il invite les porteurs de projets qui souhaitent se porter candidats sur ce projet à faire des propositions. Donc les propositions sont très formalisées, c'est-à-dire que l'appel à projet en général est précis sur les attendus et laisse assez peu de marge de manœuvre aux candidats, sachant qu'évidemment la prime va souvent au mieux-disant, c'est-à-dire celui qui propose une prestation pour le prix le plus bas parmi les différents candidats. Même si l'appel à projet n'est pas réservé aux organismes à but non lucratif, on constate que pour certains donneurs d'ordre, et c'est le cas notamment des conseils départementaux ou des conférences de financeurs, les organismes à but non lucratif sont plus souvent choisis que les organismes à but lucratif. Il y a une sorte de choix moral qui est fait par les élus sur ce type de projet, mais ce n'est pas une généralité, sauf dans les appels à projets qui excluent carrément les porteurs de projets lucratifs. Et c'est le cas par exemple des appels à projets qui sont formalisés par la Fondation de France, qui sont réservés aux organismes à but non lucratif. L'appel à projet, c'est un outil vraiment très, très fréquent aujourd'hui. Vous avez un autre mode d'appel à projet qui a été développé, notamment le dernier en date à ma connaissance, c'est l'appel à projet qui a été fait à l'été 2018 par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine. C'est des appels à projet qui demandent aux organismes, aux porteurs de projets candidats, de s'associer à plusieurs pour faire une réponse globale. Donc c'est ce qui s'est passé dans les Hauts-de-Seine, mais c'est ce que aussi préconisent un certain nombre d'organismes. Par exemple, le dernier appel à projet de la CNAV Île-de-France, qui s'est clôturé début 2020, incitait aussi les porteurs de projets à se réunir à plusieurs pour faire une offre globale. Donc il y a une incitation comme ça à construire des projets plus cohérents avec plusieurs porteurs avec des offres complémentaires, de façon à apporter une réponse globale au marché. Ce qui incite à rechercher en fait à créer des synergies en amont, mais qui offre effectivement aux citoyens une réponse beaucoup plus large et qui permet aux donneurs d'ordre de se dispenser d'avoir à faire lui-même ce travail de
de recherche de synergie ou à multiplier les appels à projets pour compléter l'offre à ses citoyens. Enfin, je terminerai avec les concours et les bourses, donc, qui sont des financements d'amorçage pour destinés donc, aux entreprises qui démarrent, souvent, principalement à elles, même s'il y a des concours qui sont ouverts à d'autres types d'entreprises, c'est quand même plutôt pour les entreprises qui démarrent. Alors les concours et les bourses, sur le format, ça ressemble un petit peu aux appels à projets, c'est-à-dire que vous avez souvent une thématique avec des critères d'attribution qui sont définis. Vous soumettez votre candidature, vous remplissez un dossier plus ou moins épais. Il est évalué dans le cadre d'un processus d'évaluation avec éventuellement, mais bien souvent, le passage devant un jury et éventuellement, mais bien souvent aussi un oral. C'est-à-dire que vous avez une partie sur dossier et une partie où vous devez défendre votre projet devant un jury à l'oral. Et vous obtenez des rétributions financières, mais aussi des accompagnements ou de la visibilité. Alors je vais vous citer un concours et une bourse spécifiques à la Silver Economy. Alors la bourse, c'est la bourse Charles Foy qui est organisée chaque année par le cluster d'innovation francilien Silver Valley. La bourse Charles Foy, elle est destinée à des projets qui sont pas forcément des projets de l'année. Ça peut être des projets qui ont déjà démontré un peu leur utilité sociale, qui ont déjà un prototype, qui ont déjà des clients. Mais la bourse, elle fixe en fait un thème chaque année et le projet doit s'intégrer dans ce thème. Le dossier est très long à remplir parce qu'il est très, très complexe. Il est ensuite passé au crible d'une méthode d'analyse qui a été créée par Silver Valley, développée par Silver Valley, qui s'appelle la méthode SAPIGE. Et donc vous avez une première étape où les dossiers sont passés au crible de SAPIGE, donc une partie des dossiers seulement est conservée, et ensuite vous avez une deuxième étape où un jury d'experts auditionne les candidats et en sélectionne 3 qui sont les gagnants de la bourse, qui sont désignés chaque année en juin devant un parterre d'invités. Les dotations de la bourse Charles Foy sont financières, c'est-à-dire que le premier prix, le gagnant remporte 20 000 euros, plus un accompagnement, plus un hébergement de 3 mois à Silver Innov, à Ivry. Et les numéros 2 et numéro 3 gagnent aussi l'accompagnement et l'hébergement, mais un financement moindre que le numéro 1. Un concours qui est spécifique à la Silver Economy, c'est le concours, c'est les Silver Awards. C'est un concours qui est organisé par l'organisateur du Silver Festival. Auparavant, ça s'appelait la Silver Night parce que ça durait une nuit. Maintenant, ça dure 2 jours. Les Silver Awards, vous déposez un dossier de candidature pour répondre en fait à l'objectif du concours. Vous avez plusieurs catégories en fonction de la nature de votre projet. Et les résultats sont évalués d'une part sur dossier et d'autre part par un jury. Et la remise des récompenses se fait en public, donc pendant le Silver Festival. Donc cette année, le Silver Festival a eu lieu début avril à Cannes, donc devant un parterre d'experts. C'est plutôt B2B comme événement, mais donc vous avez un parterre des experts de la Silver Economy qui sont là pour accueillir leurs pairs. Les Silver Awards, il n'y a pas de prix financier, en revanche vous avez de la visibilité et un accompagnement. Voilà, et vous avez la possibilité de figurer dans l'annuaire de la Silver Economy qui est édité chaque année par l'organisateur du salon. Donc voilà en fait l'ensemble des éléments que je souhaitais vous présenter. Pour conclure, ou pour revenir sur ce que je vous ai dit en introduction, ce qui est vraiment fondamental dans la recherche de financement, c'est de la faire au bon moment. Choisissez le moment où c'est vraiment nécessaire, où c'est vraiment indispensable et où vous avez et réservez-vous du temps pour formaliser une demande proprement et
et obtenir un résultat qui soit à la hauteur de vos attentes. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une prochaine fois.